Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la nouvelle mise à jour de Windows 11. Je dis la nouvelle mise à jour mais en fait il y en a deux. Vous avez ici à l'écran Windows 11 Moment 4, c'est-à-dire la mise à jour fonctionnelle de Windows 11, mais Windows 11 en version 23H2. Donc vous comprendrez dans cette vidéo qu'en fait Microsoft a publié deux mises à jour en fin septembre, début octobre 2023, et puis ça arrivera progressivement sur vos machines à vous au fur et à mesure de cette fin d'année 2023. Une mise à jour fonctionnelle qui va être disponible sur Windows 11 22H2, c'est-à-dire la version de l'année dernière, et 23H2, donc la version qui sort cette année en octobre. Et en plus de cette mise à jour fonctionnelle, la mise à jour de Windows 11 en tant que telle, donc la 23H2, qui sort au même moment. Ça ne facilite pas ni la tâche à moi qui tourne cette vidéo pour vous expliquer dans le détail en quoi ça consiste, ni, je pense, à l'ensemble des utilisateurs de Windows 11 pour bien comprendre comment c'est segmenté en fait entre les mises à jour fonctionnelles et les mises à jour de Windows 11. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vous présente bien les deux nouveautés, donc Moment 4, mise à jour de fonctionnalités, et Windows 11 23H2. Je les ai réalisées, ces mises à jour, sur mon ordinateur portable qui tourne lui sous Windows 11 depuis que Windows 11 est sorti, et pour vous dire, Windows 11 est maintenant suffisamment complet pour que je réalise aussi la bascule sur mon ordinateur fixe, mon ordinateur qui me sert à faire l'édition des vidéos. Et en parlant d'édition de vidéos, la mise à jour est arrivée tellement tardivement, et si je veux que cette vidéo rencontre un tout petit peu de public, je suis obligé de me presser à éditer cette vidéo, que du coup j'utilise mon Speed Editor et mon DaVinci Resolve, puisque j'ai fait la bascule. Donc pour les gens qui sont intéressés, voilà, maintenant j'ai on va dire un workflow beaucoup plus efficace pour pouvoir publier des vidéos. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les différentes petites nouveautés de cette version 23H2 avec Moment 4. Vous allez voir que c'est très intéressant. La seule chose que je ne pourrais pas vous montrer, donc je vous montre à l'écran en même temps ici qu'on est bien en 23H2 sur cette machine, donc la seule chose que je ne pourrais pas vous montrer, enfin il y a deux choses mais bon l'autre est un peu anecdotique, c'est tout ce qui est IA avec Copilot, parce que Copilot est limité régionalement au système anglais, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud et je crois l'Asie, et donc sur des machines comme la mienne qui est une vraie machine en fait, une machine de tous les jours, je ne suis pas en système américain donc je ne peux pas activer Copilot, donc il faudra que j'attende que Windows publie Copilot. Pour autant, peut-être je vous ferai du contenu sur Copilot, mais c'est tellement, on va dire, moyen, médiocre par rapport à ce que j'attendais, puisque Copilot est vraiment super intéressant sur plein de produits Microsoft, mais sur Windows 11, c'est vraiment pour moi bâclé. Je pense qu'ils veulent surfer sur la vague, et ils ont raison, ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans, mais ils veulent surfer sur la vague de l'intelligence artificielle, et honnêtement, voilà, actuellement ce que permet de faire Copilot, par rapport à ce que permettait tout de même de faire Cortana, est complètement à l'ouest. Pas d'interaction vocale, des actions très basiques, on peut même pas activer, désactiver, ne serait-ce que du Wi-Fi, donc ça va vraiment pas loin, donc c'est pas du tout intéressant, donc c'est pas grave, mais sachez que dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas du Copilot, il faudra regarder des vidéos, soit de gens qui vous font des tests sur des versions preview, développeurs preview et compagnie, soit sur des gens qui sont américains, qui habitent aux États-Unis, etc., ou qui ont basculé leur machine sur des régions américaines. En tout cas, vous, grand public, si vous gardez votre machine telle qu'elle est en français, par exemple, si vous êtes en France, vous n'aurez pas de toute façon Copilot pour le moment, ça arrivera progressivement, et je peux pas vous dire quand. De la même manière, je ne vous explique pas dans le détail comment forcer les mises à jour Moment 4 ou 23H2, c'est pas l'objectif de cette vidéo de faire tomber en panne vos machines, attendez que Microsoft vous publie les mises à jour, donc vous faites juste attention dans Windows Update d'être à jour, donc soit vous activez, recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles, à vous de voir si vous voulez ou pas. Donc moi je l'active, ça vous permet d'avoir assez rapidement les nouveautés, et vous pouvez forcer en cliquant sur le bouton rechercher les mises à jour ici, forcer donc d'avoir les dernières mises à jour sans attendre le cycle de mise à jour classique. À vous de voir si vous voulez faire ces mises à jour, mais si rien n'apparaît, ne paniquez pas, attendez, c'est que Microsoft a décidé que pour votre machine, pour votre matériel, Moment 4 ou la 23H2 n'est pas compatible et donc ne doit pas vous être proposé. Voilà, sur ce, je vous présente tout de suite la vidéo. Une dernière chose, regardez bien, en bas ici, vous aurez le chapitrage complet de la vidéo, timecode et compagnie, donc ça vous permettra d'avoir les grands sujets de la vidéo, et de gagner du temps si vous n'êtes pas intéressé par certaines sections de la vidéo. Tout est dans la description, dans la mesure du possible. J'ai fait cette vidéo en urgence, j'ai essayé de m'appliquer en vous présentant bien tout, mais étant donné que je sors mes vidéos le jeudi, tous les jeudis à 17h30, je voulais pas rater cette possibilité-là de vous présenter Windows 11, donc il a fallu que je sorte cette vidéo assez rapidement, donc j'ai fait au mieux pour chapitrer et faire un ordre chronologique le plus naturel possible pour cette vidéo. Cette vidéo va être un petit peu compliquée à suivre, parce qu'en fait, Microsoft a publié deux mises à jour en une.
vous avez le premier jeu de nouveauté qui s'appelle une Feature Update. Donc Microsoft a publié sur la version de l'année dernière de Windows 11, donc la 22H2, un jeu de mise à jour de fonctionnalités qui s'appelle Moment 4, donc la 4e mise à jour de fonctionnalités pour Windows 11, qui apporte un tas de nouveautés. Et ce jeu de fonctionnalités est applicable sur Windows 11 22H2 et sur Windows 11 23H2. Donc ça, ce sera commun à la version de Windows 11 que vous aurez. Ce jeu de fonctionnalités-là a été publié sur l'Insider Programme sur la build 22.621.2361, la première build que je vais vous présenter. Et ensuite, il y a la deuxième mise à jour que Microsoft a publiée dans la foulée, qui est la Windows 11 23H2, qui a été publiée aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc le 26 septembre, qui elle se focalise sur quelques mises à jour mineures autour de l'IA et autour, donc Copilot chez Microsoft, et autour de Microsoft Teams. Donc, il y a deux mises à jour, et pour vous présenter ça, moi ce que j'ai retenu comme manière pour vous le présenter, que ce soit aussi simple que possible, c'est que je me suis mis à jour en Moment 4 sur 22H2, donc je vous montre tout de suite. Si je prends Système, Information Système, vous allez voir que je suis ici en 22H2, et pourtant j'ai bien la build 22.621.2361. Donc je suis bien sur une Moment 4, donc avec tout le jeu de fonctionnalités qui est expliqué ici, donc pour Windows 11 22H2. Et ensuite, quand je vous aurai présenté ces fonctionnalités-là, je migrerai cette installation en 23H2, et on complétera avec les quelques nouveautés qu'il y a en 23H2. Mais, quelque part, il faut comprendre que Microsoft a vampirisé la 23H2, la majorité des fonctionnalités étant compatibles avec la 22H2, ils ont choisi de tout mettre en tant que feature update, plutôt que le limiter aux gens qui passeront en 23H2. Donc, normalement, mise à jour de fonctionnalités, ça va être poussé chez vous automatiquement, relativement rapidement, donc vous allez bénéficier de tout ça rapidement. La 23H2, vous pouvez éventuellement un petit peu la retarder, et c'est bien en général de retarder de toute façon les mises à jour, si vous voulez garder des systèmes aussi stables que possible, parce que souvent il y a des petits couacs dans les mises à jour qui sortent, en tout cas quand Microsoft les publie, même si elles ont passé tout un tas de vérifications. Alors dans les vérifications, en particulier, il y a le principe d'être insider, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, basculer en insider, donc je vous montre ici dans la partie paramètres Windows Update, vous avez la possibilité d'être insider. Moi je suis insider Release Candidate, donc j'ai les mises à jour quand elles sont prêtes et relativement stables, et ensuite j'ai plus qu'à les expérimenter, c'est relativement sûr, même s'il peut y avoir toujours des petits soucis. Et vous voyez ici que j'ai bien Windows 11 23H2 qui est prête, donc ça je ne fais pas tout de suite la mise à jour, hein, je vous le redis, on reste pour le moment en 22H2 build donc compatible Moment 4 pour vous montrer l'ensemble des fonctionnalités, et une fois qu'on aura fait ça, là je basculerai sur la 23H2. Alors ce qu'il faut comprendre avec ce qui arrive sur Windows 11, c'est déjà le cas avec progressivement Windows 10 puis Windows 11, Microsoft vous incite à avoir un compte Microsoft, à être connecté en permanence sur Internet et d'utiliser de l'outillage Microsoft. Moi c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, quand c'est fait intelligemment pourquoi pas, mais quand on vous force la main c'est un petit peu dommage. Et en particulier, avec toutes les fonctionnalités Copilot et compagnie, on vous incite de plus en plus à utiliser Edge, à utiliser Bing, et aussi à accepter des conditions d'utilisation spécifiques de Microsoft. Donc à vous de lire dans le détail si vous voulez ou pas ce genre autoriser ou pas ce genre de choses, et vous pouvez autoriser, ne pas autoriser la gestion de données personnelles, collecte de données personnelles, des choses de ce type-là. Donc à vous d'activer ou de désactiver en fonction de ce que vous souhaiterez, au cas par cas dans les différents outillages de Microsoft. Donc on va commencer par les mises à jour de Windows 11 Moment 4. Vous allez voir qu'elles sont assez intéressantes, et une première mise à jour, c'est quand vous démarrez l'explorateur, donc Windows E, ou vous tapez tout simplement explorateur dans votre menu démarrer, explorateur de fichiers. Vous voyez que l'explorateur de fichiers a légèrement changé, alors pas que légèrement, mais il est beaucoup plus moderne. Vous avez tout un affichage modernisé, donc il y avait déjà la possibilité dans les précédentes versions de Windows 11 de gérer des onglets dans l'explorateur de fichiers. Un truc qui est sympa également, c'est que par la refonte de l'explorateur de fichiers, Microsoft a retravaillé la gestion des onglets, un peu mieux que dans d'autres applications. Donc vous pouvez maintenant par exemple prendre un onglet, le glisser dans une autre fenêtre d'explorateur. Donc vous pouvez transférer en fait un onglet sur une autre instance de l'explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi le sortir comme ça de la fenêtre, et ça vous ouvre une autre instance de l'explorateur de fichiers. Donc c'est plutôt sympa, et ça vous permet très rapidement comme ça de manipuler des fichiers avec cette vue retravaillée, modernisée. Donc on voit que c'est plus gros, c'est plus facile à utiliser au stylet, au doigt. Peut-être sur un ordinateur classique avec un écran, comme j'ai ici, 4K, c'est un petit peu trop gros. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez donc ce nouveau menu ici, quand vous cliquez, vous avez le menu nouveau qui apparaît quand vous faites un clic droit ici.
donc le nouveau menu contextuel, vous avez en fait l'équivalence ici. L'équivalence ici de tout ce qui est copier-coller et compagnie que vous avez quand vous faites un clic droit là-haut. Donc c'est vraiment similaire, c'est juste que ça a été modernisé pour que ça ressemble au nouveau look, à la nouvelle ergonomie de Windows 11. Donc je vous laisserai regarder dans le détail, c'est exactement le même principe, mais à nouveau, le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que forcément il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent plus dans ces menus, des choses qu'on utilise au quotidien qui sont un petit peu pénibles, puisque si vous faites une utilisation productive, professionnelle de Windows, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des choses que vous utilisez tout le temps qui sont malheureusement pas atteignables directement. Et ça c'est malheureux, mais Microsoft décide pour vous de ce qui est accessible directement ou pas. C'était le cas avec le menu contextuel, avec les afficher d'autres options. Ça vous obligeait de faire ce rebond si vous aviez des choses qui n'étaient pas dans la liste. C'est également le cas ici. Vous avez aussi la nouvelle vue détail qui vous permet d'avoir plus d'informations sur le répertoire, le fichier sur lequel vous vous trouvez. Donc si je rentre ici par exemple, j'ai la liste ici des fichiers que j'avais préparés pour cette vidéo. Vous voyez qu'on a un peu plus d'informations avec la date de création, des choses de ce type-là, les propriétés, le partage. Donc vous avez un volet latéral plus intéressant et également plus complet. Vous pouvez rajouter dedans des petites choses pour prévisualiser les fichiers. Et ça se marie bien avec les Power Toys. Si vous connaissez les Power Toys, c'est plutôt sympathique. Vous avez donc l'accueil avec les accès rapides et les favoris si vous épinglez, mais surtout le nouveau menu galerie. Si vous vous demandez c'est quoi ces images ici, c'est je fais en fait une poubelle, qui est ma poubelle de publicité YouTube. Donc je note à chaque fois que je vois un truc un peu bidon, je prends des captures d'écran pour ensuite essayer de faire un contenu autour de tout ça pour montrer les trucs les plus débiles que j'ai pu trouver comme publicité sur YouTube. Bref, vous avez compris, ce nouveau menu galerie assez intéressant, avec la possibilité, comme l'application photo en fait, de visualiser historiquement vos photos, et puis comme ça pouvoir rapidement savoir où elles sont situées, les partager, les prévisualiser, mais aussi interagir avec, donc créer des collections, faire pivoter, etc. Donc ça va avec la nouvelle application photo. Donc si j'ouvre l'application photo, vous verrez que c'est le pendant, en fait, c'est une application allégée enfin c'est une vue allégée de l'application photo, qui a également été mise à jour dans Windows 11, dans les applications Windows 11. Donc si vous voulez mettre à jour vos applications Windows 11, vous allez sur le Store et vous vérifiez bien que vous êtes à jour. Normalement, vous allez avoir tout un jeu d'applications qui vont être mises à jour pour ces versions de Windows 11. Donc il ne faudra pas oublier d'aller ici dans la bibliothèque et de vérifier que vous êtes bien à jour. Et moi, vous voyez que même si je m'étais mis à jour il n'y a pas très longtemps, j'ai encore quelques petites applications à mettre à jour, donc j'en profite pour les mettre à jour également. Dans l'explorateur de fichiers, un autre petit truc que vous pourrez remarquer, c'est pour les dossiers compressés. Ici par exemple, c'est un fichier zip, je l'ai renommé en TGZ pour vous montrer. Il est bien reconnu comme un dossier d'archives compressé, donc Windows le repère, mais en plus, avec le menu contextuel, vous avez bien la possibilité de l'extraire. Et donc ça, vous avez un ensemble de formats de compression qui sont supportés, donc RAR, TGZ et compagnie, en plus du zip, qui était historiquement reconnu. Par contre, c'est que de la décompression, donc vous ne pourrez qu'extraire le contenu. Vous ne pourrez pas zipper, vous ne pourrez pas compresser dans des fichiers d'archives TGZ, RAR et compagnie. Mais en tout cas, bon, c'est bienvenu, puisque ça permet de ne pas avoir besoin d'outils alternatifs, au moins pour décompresser, quand vous vous lancez, je sais pas, quand vous installez sur une installation toute fraîche de Windows, vous avez ce qu'il faut pour décompresser vos petites archives. Si vous voulez maintenant partager ce fichier, il y a aussi une nouvelle interface de partage. Donc l'interface de partage, c'est de la même manière, vous faites clic droit partager ou dans le menu là-haut partager. Vous appuyez sur partager et là vous avez la nouvelle en fait interface de partage. Donc évidemment je floute les données qui me sont privées, mais vous avez en particulier là-haut la liste des contacts avec lesquels vous pouvez partager. Donc vous avez un résumé du fichier. Vous pouvez faire une recherche dans vos contacts. Ici, c'est du Outlook, c'est-à-dire Mail, qui a été remplacé par l'application Outlook lors de cette mise à jour Windows 11. Les partages à proximité, si vous avez des machines qui sont connectées, qui peuvent faire du partage, Bluetooth et compagnie. Et vous avez aussi la possibilité de faire des partages par application, donc via Outlook ou via Microsoft Teams. Du coup, on va voir une autre nouveauté, puisque la barre des tâches a également été mise à jour. Vous voyez que j'ai ouvert ici 3 explorateurs. Donc il y en a un qui s'appelle Galerie, mais c'est aussi un explorateur. Par défaut, les applications Windows se combinent. Vous avez donc une icône unique par type d'application, et ensuite vous avez une entrée ici qui vous permet rapidement de savoir quelle est l'instance de l'application qui est lancée. Et vous pouvez comme ça basculer de l'une à l'autre. Vous avez maintenant la possibilité, quand vous allez dans Paramètres de la barre des tâches, vous allez dans le comportement, et vous allez avoir une option ici qui permet de ne pas combiner les applications. Donc si vous faites jamais, vous allez voir que du coup, chaque application, chaque instance d'application en tout cas a une entrée unique.
Donc ça vous permet comme ça rapidement de voir l'application en question et avec son nom dans la barre des tâches directement. Donc c'est un peu une version historique, on va dire, de Windows, mais il y avait beaucoup de personnes qui voulaient revoir ce type de comportement, et donc si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau récupérer ce type de choses-là. Alors c'est pas compatible avec la fonctionnalité malheureusement de gestion multi-onglet de Edge. Vous avez, je vous l'avais montré en multitâche, système multitâche, la possibilité d'utiliser, donc d'avoir des onglets qui sont présents comme des applications. Donc si vous faites Alt-Tab, ici j'ai 2 onglets ouverts dans Edge, Windows, Microsoft, vous avez bien Windows, Microsoft. On pourrait s'attendre à ce que du coup, quand vous avez cette fonctionnalité-là d'activer, vous ayez également dans la barre des tâches 2 entrées, Windows, Microsoft, mais c'est pas le cas. Et vous avez que l'instance de Edge qui est présente. Si vous voulez avoir 2 entrées, il faut vraiment avoir deux navigateurs Edge d'ouvert, et là vous avez 2 entrées. Donc voilà, c'est un petit peu limité, c'est dommage, mais bon, moi en tout cas j'ai pas réussi à le faire marcher, je pense que Microsoft l'a pas envisagé pour Windows, l'a oublié, ou je sais pas, il n'y a plus eu de besoin utilisateur. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un petit peu dommage. Je précise également pour le grouper. Donc pour accéder à grouper, vous pouvez directement faire clic droit, paramètres de la barre des tâches, et vous allez dans comportement de la barre des tâches, mais vous pouvez aussi aller dans personnalisation. Vous descendez, vous allez dans barre des tâches, et donc là vous vous retrouvez au même endroit, comportement de la barre des tâches, et donc vous avez combiné. Et donc le combiné, vous pouvez aussi faire lorsque la barre des tâches est pleine. C'est-à-dire que par défaut, vous allez avoir des applications comme ça qui sont présentées individuellement, et quand la barre des tâches va être remplie, donc quand vous allez atteindre la bordure droite, en fonction du nombre d'applications, du nombre d'icônes, systèmes que vous avez, eh bien vous allez passer en mode groupé, combiné, donc automatiquement. Moi je laisse en mode combiné, puisque j'ai l'habitude comme ça, et je trouve plus agréable, mais vous voyez que maintenant, on a toute latitude en fait pour configurer ça. Alors en petite nouveauté, on a également, vous le noterez ici, cette petite cloche, qui pour moi est nouvelle, c'est-à-dire que cette cloche apparaît maintenant tout le temps, même quand vous videz toutes les notifications. Donc vous pouvez faire effacer tout, et vous avez quand même la cloche qui apparaît. Il me semble, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que cette cloche-là n'apparaissait que quand vous êtes en mode, par exemple, ne pas déranger. Donc vous cliquez ici, ne pas déranger, vous aviez la petite cloche ne pas déranger qui s'affiche. Maintenant elle est présente tout le temps, j'ai pas trouvé d'option pour la faire disparaître. Je trouve ça un petit peu dommage, mais au moins on est sûr si on est en mode ne pas déranger ou pas. Et pendant qu'on est dans cette zone ici en bas à droite, je vous présente également le volume qui a changé. Donc toujours de la même manière, vous avez accessible ici la gestion du volume que vous pouvez gérer à la molette ou à la souris comme ça avec le curseur. Et vous voyez que maintenant ici, au lieu d'avoir directement l'icône de la sortie audio, quand vous cliquez, vous allez sur un sous-menu qui est accessible directement avec Windows, CTRL et V. Je trouve pas le raccourci heureux puisque c'est assez proche de Windows V, qui est quand même le raccourci pour un collet intelligent, raccourci assez ancien, qui date de Windows 10, mais quand même raccourci très pratique. Du coup, avoir mis Windows CTRL V, c'est pas super heureux, je trouve. En tout cas, vous accédez ici au périphérique de sortie, comme vous aviez avant, donc la possibilité de changer rapidement parmi tous vos périphériques de sortie, donc choisir quel périphérique qui va émettre le son. Activer rapidement des fonctionnalités additionnelles de Windows au niveau du son, donc par exemple le son spatial, tout ce qui est Dolby Atmos et tout ça, mais vous avez aussi accès directement au mélangeur de volume rapide. Donc vous avez les applications qui sont démarrées, vous pouvez changer le volume, et ici si vous cliquez là, vous avez accès au mélangeur avancé directement dans le menu paramètres de Windows 11. Donc c'est plutôt intéressant, et quand vous êtes directement sur le bureau, donc Windows CTRL et V, et vous voyez qu'on atterrit directement sur ce menu. Donc ça va très vite pour pouvoir changer le réglage de son. Si vous avez les recommandations d'activer, moi je ne le mets jamais, puisque la plupart du temps, en plus, c'est des informations personnelles que j'ai pas spécialement envie de partager avec les gens qui regardent mes vidéos. Donc je suis obligé de faire comme ça, puisque malheureusement, Microsoft ne permet pas de personnaliser ce genre de choses, je préfère avoir que des applications. Mais si vous survolez cette partie recommandations, vous verrez que vous avez maintenant un petit pop-up qui apparaît au-dessus, avec des indications supplémentaires. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais on sait où se trouve le document. Donc ici, c'est sur mon OneDrive, et on sait à quel endroit il se trouve dans OneDrive. Si c'est un fichier local, vous verrez également les informations de où il se trouve localement. Moi, ce que je fais de toute façon, c'est que je désactive les recommandations. Donc tout ça est désactivé. C'est pour ça que vous voyez la plupart du temps recommandations désactivées. Je voudrais même que ça disparaisse, cette section recommandations, qui ne me sert à rien personnellement, en tout cas que je ne peux pas laisser activer. Une fonctionnalité assez intéressante pour la gestion multibureau, en tout cas si vous gérez du multibureau, ça peut être assez pratique si vous êtes habitué avec Linux ou autres systèmes d'exploitation d'avoir plusieurs bureaux. Vous pouvez donc ajouter des bureaux, vous pouvez les renommer, donc, par exemple autre bureau. Et surtout, ce qui devient très intéressant, c'est que quand vous êtes sur un bureau et que vous basculez sur un autre bureau, donc vous voyez ici la nouvelle animation
deux changements de bureau. Donc vous voyez bureau, un petit pop-up qui apparaît, vous voyez là en plein milieu. Je vais vous faire apparaître autre bureau, vous avez ce petit pop-up, et puis ce nouvel effet d'animation de bascule entre les bureaux. Alors moi il me paraît un petit peu bizarre, ça saccade à la fin, je sais pas pourquoi, ça se verra peut-être en vidéo. Mais en tout cas voilà, vous avez cet effet qui vous permet facilement comme ça de voir visuellement sur quel bureau vous vous trouvez, parce que des fois vous avez toutes vos applications qui sont minimisées, donc c'est compliqué de s'y retrouver. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la version précédente, Moment 3, du jeu de fonctionnalité de Windows, vous aviez la possibilité d'ajouter des secondes dans l'horloge. Donc si vous faisiez ici les réglages de paramètres de barre des tâches, puisque c'est un réglage de paramètres de barre des tâches, vous aviez une option pour afficher les secondes dans la barre des tâches. Donc vous avez ici afficher les secondes dans la barre des tâches. Vous avez maintenant une autre fonctionnalité, et qui pour le coup, je ne sais pas comment il gère l'ordonnancement, l'organisation des paramètres, puisque pour le coup elle se trouve, elle, dans heure et langue, date et heure, qui pour moi me semble être un réglage global, et pas un réglage spécifique à des fonctionnalités Windows. Mais en tout cas, vous avez affiché l'heure et la date dans la barre d'état système. Je suis quasiment persuadé que ce truc-là va s'en aller de cet endroit-là, il va retourner dans l'endroit où je vous avais montré pour ajouter des secondes. Mais en tout cas, vous pouvez ici, très facilement, enlever heure et date de, vous le voyez en bas, de la zone système. Donc vous n'avez plus que l'icône notification et les icônes de switch qui sont visibles, donc réseau, son et compagnie. Donc c'est assez intéressant. Moi, je ne comprends pas, par contre, que ce soit pas dans la partie personnalisation barre des tâches, mais bon, j'imagine il y a peut-être des raisons, mais moi je pense que ce réglage-là va repartir dans la partie qui se trouve là, puisque ça serait quand même beaucoup plus logique de le mettre avec le reste. Surtout que c'est à cet endroit-là que vous masquez les icônes de barre système, donc ces petites icônes ici, que je vous avais montré dans la précédente vidéo, et donc pour moi ça va avec ce type de comportement-là, on est dans la même zone. Pendant que je suis dans les paramètres, j'en profite aussi pour vous montrer quelque chose qui est sympa. D'ailleurs, on le voit dans l'accueil, puisque dès l'accueil ici, on a rapidement la possibilité de voir comment on a personnalisé son appareil. Si vous allez dans personnaliser, vous pouvez facilement personnaliser avec des thèmes et compagnie. Et un des thèmes qui est disponible, c'est Spotlight, alors qui s'appelle pas Spotlight en français, qui s'appelle Windows à la une. Mais si vous choisissez ce thème et vous cliquez dessus, vous allez avoir automatiquement donc un thème Spotlight. Donc ici, ça va être un fond d'écran plutôt lumineux, donc Windows passe en thème clair. Et vous avez en haut ici une petite icône de bureau permanente. Si vous survolez, vous avez des informations sur le fond d'écran. Donc ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous voyez à l'écran, si c'est un lieu touristique, etc. Peut-être que vous avez envie d'aller le visiter. Vous pourrez en savoir plus très rapidement. Donc là, apparemment, c'est un lieu en Andalousie, et je me rappelle avoir vu un reportage là-dessus. En tout cas, vous avez cette possibilité-là, qui est quand même assez agréable, puisque ça vous permet très rapidement de configurer votre système. C'est juste une recommandation que fait Microsoft, ça vous permet d'avoir un fond d'écran et une thématique qui change tous les jours. C'est un peu comme votre écran de verrouillage, qui existe aussi en version Spotlight. Vous l'avez dans personnalisation également, écran de verrouillage, et vous avez l'ambiance Spotlight, donc ça peut à chaque journée en fait changer. C'est le Windows à la lune, et donc vous avez un fond d'écran de verrouillage qui change également tous les jours. Au passage, les fonds d'écran que vous voyez ici peuvent maintenant être compatibles avec la partie HDR. Donc quand vous avez un écran compatible HDR, donc moi c'est pas mon cas, mais dans cette section-là, donc si vous avez raccordé votre machine à un écran externe HDR, donc j'en ai plus, donc je peux pas vous le montrer, mais vous aurez la capacité d'avoir en plus l'affichage bureau, donc l'affichage par exemple de votre fond d'écran, compatible HDR. Donc ça peut être assez sympa pour avoir un visuel beaucoup plus attrayant de votre bureau. Et quitte à être dans la section personnalisation, autant vous montrer une petite option qui fait son apparition, c'est l'éclairage dynamique. On voit appareil connecté, effets et autres paramètres. C'est assez intéressant pour les gens qui aiment les trucs qui brillent la nuit. C'est en particulier ici que vous allez pouvoir régler l'éclairage dynamique des appareils, donc la possibilité, si vous avez, alors je crois que c'est limité pour le moment aux équipements Razer et compagnie, mais si vous avez une souris avec de l'éclairage, un clavier avec de l'éclairage, mais aussi à terme une tour avec des ventilateurs, RGB, des trucs comme ça, la possibilité de gérer de manière globale l'éclairage de votre machine. Et donc, plutôt que passer par des outils spécifiques à chaque marque, une manière intégrée dans Windows de personnaliser tout ça avec des thématiques de couleurs, des modes de bascule de couleurs, donc vous voyez ici couleur unie, respiration, arc-en-ciel, etc. Et donc des choses assez intéressantes pour avoir quelque chose d'assez facile à configurer, d'uniforme au sein de Windows.
Voilà. Après ça, je ne sais pas si les fabricants doivent jouer le jeu, respecter certains protocoles, mais moi je préfère en tout cas avoir ce genre de choses intégrées dans le système d'exploitation qu'avoir à installer plein d'applications qui sont parfois de qualité douteuse quand on voit la sécurité et les choses comme ça, pour chaque en fait marque de périphérique qui sera installée sur ma machine. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ça arrive progressivement dans Windows 11, et j'espère donc que les fabricants de matériel vont faire en sorte que leur matériel soit compatible Windows 11 pour ces sections-là. Également, quand on va dans les paramètres de Windows, vous allez voir qu'on est accueilli par un nouveau menu d'accueil. Alors ce menu était censé être disponible beaucoup plus tôt dans Windows 11, je crois que j'en ai vu des bribes dans Windows 10 même, mais je l'avais toujours pas dans Windows 11, je l'ai vu apparaître à l'occasion de cette mise à jour. Donc je pense que c'est lié. Vous avez donc un accueil beaucoup plus complet avec la partie stockage cloud, tout ce qui est Bluetooth, tout ce qui est personnalisation, et tout ce qui est paramètres recommandés, donc très rapidement pour changer vos paramètres, pour se rappeler quels sont les derniers paramètres que vous avez manipulés. Donc ici vous voyez, je vous ai montré des choses autour des notifications de la barre des tâches, il me propose ça par défaut, et le Wi-Fi qui est probablement un réglage auquel j'avais accédé récemment. Par contre, c'est beaucoup de publicité. Ce panneau-là, vous avez le stockage cloud, mais le stockage cloud se limite à OneDrive. Il existe un tas d'autres stockage cloud, mais Microsoft n'autorise un point d'entrée que pour du OneDrive. C'est du Microsoft à la sauce Apple, en gros, on ne pense qu'au monde Microsoft, et c'est bien dommage. Et de la même manière, vous avez ici une publicité, un panneau publicitaire pour Microsoft 365. Donc si vous avez du 365, vous retrouverez ici votre compte 365, mais si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous voyez, même pas de petite croix pour faire disparaître le panneau publicitaire, ce sera persistant, toujours affiché ici sur le panneau. Là encore, c'est dommage. Pour les gens qui, comme moi, sont équipés d'une machine 2 en 1, ou éventuellement pure tablette, c'est-à-dire avec un écran tactile, avec laquelle vous interagissez au doigt ou avec un stylet. Dans mon cas de figure, j'ai un stylet, il est toujours rangé ici. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur les champs de saisie. Si je vous montre ici que je commence à saisir avec mon stylet, donc j'écris du texte, vous voyez qu'on a la petite section écrire ici qui apparaît, et ici je peux taper, donc par exemple je tape test, et je vais avoir automatiquement une conversion qui va être faite sous forme de reconnaissance de texte. J'ai juste à faire entrer là, et vous voyez que ça fait une recherche test dans l'ensemble des paramètres Windows. Et donc c'est applicable dans pas mal de petits champs. Vous voyez que si ici je fais voilà, Toto, ça fonctionne également. Donc c'est plutôt pratique, et pour les gens qui utilisent vraiment Windows comme une tablette pour tous les jours, pouvoir interagir avec le doigt ou avec un stylet, c'est quand même autrement plus intéressant que de voir à chaque fois rebasculer, par exemple, son clavier pour pouvoir taper du texte, pour pouvoir faire une recherche. Donc c'est une option qui va sûrement intéresser un paquet d'entre vous sans être pour autant développeur, et qui pourtant est associée au mode développeur, c'est la capacité de tuer des applications directement depuis la barre des tâches. Donc vous avez un espace développeur qui existe, donc qui est dans paramètres système espace développeur, que vous devez activer, par défaut il n'est pas activé, et vous avez ici tâche de fin. Alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça tâche de fin, c'est plutôt tuer une tâche ou tuer une application. Bref, vous cliquez sur activer. Donc imaginons par exemple que je veux tuer l'application photo. Une fois que cette option est activée, vous faites un clic droit sur l'application en question et vous faites terminer la tâche. Alors attention, c'est apparemment terminer la tâche pour toutes les tâches, c'est-à-dire si vous avez une application comme ici Notepad qui a plusieurs instances d'applications ouvertes, si vous faites terminer, vous aurez forcément terminé toutes les tâches. Alors, je sais pas pourquoi, et c'est pas pratique, parce qu'en général, on veut plutôt en tuer une, et chaque application a un process ID différent, donc a priori, on pourrait les tuer, mais bon, c'est fait comme ça. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui n'est pas aboutie, mais qui est très prometteuse si elle est poussée à fond, puisque vous cliquez. Alors pareil, on ne vous demande pas de confirmation, mais ça tue le process, et ça vous permet donc de gagner un petit peu de temps si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Et de la même manière, donc vous avez le fameux gestionnaire des tâches qui a été retravaillé complètement pour Windows 11, et ça fait déjà un petit moment que Microsoft retravaille dessus pour avoir un gestionnaire des tâches retravaillé, cohérent avec l'univers de Windows 11 en termes de charte graphique et en termes de fonctionnalité, donc il est très complet. Et si vous allez dans les paramètres, vous verrez que vous avez tout un ensemble de paramétrages qui sont beaucoup plus à jour, et tous les boîtes de dialogue, tout ce qui tourne autour du gestionnaire des tâches a été retravaillé pour être dans la thématique de ce nouveau gestionnaire des tâches. De la même manière, vous avez la possibilité ici de vous mettre en mode information pour processeur, GPU et compagnie. Donc normalement vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir correctement gérer votre machine. Et donc tuer une tâche, c'est en fait ni plus ni moins qu'aller tuer un de ces process ici, ou aller tuer une des applications qu'on peut trouver ici. Donc en fait ce que ça fait quand vous tuez, c'est que ça fait l'équivalent d'ici fin de tâche.
Voilà en gros le fin de tâche que je vous ai montré. Mais bon, si ça vous est utile, vous voyez que vous pouvez l'activer relativement facilement. Et toujours quelque chose qui a plutôt à voir avec les développeurs, même si je vous le montre puisque ça peut vous être utile. Dans la partie système stockage, vous avez maintenant des possibilités d'ajouter du stockage. Donc quand vous avez les paramètres de stockage avancé, disque et volume, vous avez en dessous deux nouvelles entrées. Créer un disque dur virtuel et créer un lecteur de développement. Et ça, j'attends vraiment d'avoir ça sur ma machine pro, que j'utilise au travail, pour voir si vraiment ça peut m'aider à gagner en performance, puisque c'est vrai que ça peut être super intéressant. Ce sont des disques durs qui sont conçus pour optimiser tous les traitements, etc., pour faire en sorte que la machine soit plus rapide pour les tâches de développement classiques, donc du GitHub, de la compilation, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut vous être utile, vous avez maintenant des capacités en tout cas pour créer vos disques virtuels, attacher si vous avez déjà un disque virtuel en place, directement depuis les paramètres de Windows, et aussi créer ce fameux lecteur de développement que je testerai un petit peu plus tard. Et si ça ne vous suffit pas, vous avez l'application DevHome, qui est toujours en pré-version, mais vous avez une application complète développée par Microsoft qui normalement est préinstallée quand vous avez indiqué à l'installation de Windows que vous êtes un développeur, et donc qui vous permettra de faire plein de choses, en particulier connecter vos comptes de développeurs, donc vos comptes GitHub et compagnie, et faire plein de choses dans l'univers du développement. Donc c'est beaucoup de Microsoft, mais aussi des petites choses à côté, et puis vous pouvez donc configurer votre ordinateur pour qu'il fonctionne correctement, donc en fonction de ce que vous voulez utiliser. Donc c'est principalement, je vous le dis, de l'édition de fichiers et du GitHub. C'est principalement ça, mais vous avez des aides sur les installations d'applications, des trucs comme ça. Donc pour mettre en place une machine de développement, ça peut être pratique. Il y a également tout un jeu de nouveautés qui apparaissent dans les applications autour de Windows 11, donc les applications évoluent, et dans les mises à jour d'applications, donc vous avez la possibilité d'avoir de l'enregistrement automatique dans Notepad. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est dans les paramètres. Vous allez ici dans la partie au démarrage du bloc-notes. Vous avez le comportement historique, ouvrir une nouvelle fenêtre, et vous avez le nouveau comportement qui est activé par défaut, qui s'appelle ouvrir le contenu de la session précédente. Le principe est assez simple, donc soit vous êtes dans un comportement historique, et dans ce cas-là, quand vous cliquez sur Notepad, bloc-notes, donc ça ouvre juste l'application, elle est vide, et c'est à vous d'ouvrir les fichiers dont vous avez besoin, soit l'application se rappelle de votre session de travail, donc de tous les onglets ouverts précédemment, puisque je vous rappelle que vous pouvez ouvrir plusieurs onglets dans Notepad, vous pouvez saisir du texte, ne pas l'enregistrer, dans ce cas-là vous avez ce petit point, je ne sais pas si vous le voyez, il devient X en fait quand je survole l'onglet, mais un petit point qui me dit que c'est pas sauvegardé, et vous pouvez taper du texte sans pour autant le sauvegarder. Et si vous vous demandez ce que c'est que cet onglet-là, c'est tout simplement dedans la liste des petites choses que je vais vous présenter autour de Windows 11, puisque il y a quand même énormément de changements, donc je me suis fait une liste pour ne rien oublier. Donc historiquement, si je fermais Notepad ici et que je cherchais à le rouvrir, j'aurais eu une application bloc-notes qui aurait peut-être ouvert le dernier fichier, mais c'est tout. Maintenant, vous allez voir que j'ai complètement ma session de travail rouverte, même avec les fichiers qui n'ont pas été enregistrés. Donc vous voyez que je récupère tout, même si ça n'a pas été sauvegardé. Donc c'est plutôt pratique, et ça pourra vous faire gagner du temps, voire vous sauver même un petit peu de temps. Si vous avez pris des notes, vous avez oublié malencontreusement de sauver quelque chose, vous avez fermé l'application, vous avez redémarré, etc., vous devriez être capable de restaurer le statut de Notepad. Et de la même manière, si vous prenez l'application Paint, puisqu'elle est fortement intégrée avec Copilot, donc je vais vous ouvrir ici une photo, vous avez par exemple la possibilité ici de supprimer le fond. Et le fond, c'est une fonctionnalité Copilot AI de Windows. Donc vous voyez ici, suppression d'arrière-plan, c'est une suppression intelligente, et le détourage est, ma foi, plutôt bien fait. Alors, évidemment, Paint, c'est assez limité comme application de retouche photo, mais pour ce type de prestation, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ils l'ont quand même remis à jour, Paint, même si j'utilise toujours Paint.net, que je trouve qui est gratuit et que je trouve quand même plus intéressant. On est loin évidemment d'un Photoshop et compagnie, mais c'est quand même assez intéressant. Là, ça redonne quand même de l'intérêt à Paint, puisque vous pourrez aussi faire générer à Windows, avec la commande Copilot, vous pourrez lui faire générer des images dans Paint. Donc ça fait vraiment une intégration assez complète, et donc moi j'y vois un intérêt vraiment concret. Donc je pense que je migrerai ma machine principale de Windows 10 à Windows 11 pour pouvoir bénéficier de ce type de prestations. En tout cas, vous avez vu que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, j'ai choisi quand même une photo assez simple, mais vous voyez que la suppression de fond est quand même propre. C'est pas hyper rapide, mais le détourage est assez intelligent, et plus intelligent qu'un détourage basique avec un outil baguette magique. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai collé l'image qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai mise dans mes images, juste pour vous montrer l'application photo, ou vous la remontrer.
puisque elle aussi, elle a subi énormément de mises à jour. Alors on va pas aller dans le détail de tout ce qui a été modifié, mais il y a quand même des petits trucs assez sympathiques qui ont été faits. Donc vous voyez ici le bouton sauvegarder sur OneDrive, et vous avez aussi ce petit bouton modifier. Il paraît mineur ce bouton, mais pourtant il vous ouvre des possibilités qui sont très intéressantes. Donc vous voyez ici, comme on a dans Paint, on a des capacités qui sont assez intéressantes pour les suppressions. Donc ici vous avez le flou d'arrière-plan, donc de la même manière que on avait une suppression d'arrière-plan dans Paint, ici on a la capacité d'identifier l'arrière-plan, donc vous voyez qu'ici l'arrière-plan a été automatiquement identifié, et on peut lui adjoindre un flou. Donc moi dans mon cas de figure il y avait déjà du flou, donc en soi ça va pas aider beaucoup sur cette photo, mais il y a beaucoup de photos sur lesquelles ça peut être utile. Donc si vous avez des éditions très rapides de photos à faire, vous verrez que ça peut aller très vite pour faire quelque chose de très sympa. Donc vous avez plein de petits outils d'édition. À vous de voir ensuite ce dont vous avez besoin, c'est du recadrage, rééclairage et compagnie. Ça peut être assez intéressant, juste pour publier sur un réseau social, etc. Une photo vite fait, ça vous permet de gagner du temps et d'être sûr que la photo est correctement éditée. Tiens, on va faire un exemple avec cette photo-ci, je l'édite. Vous allez voir que si je choisis ici le fond, donc on va prendre ici comme référence ce mur de monochrome quelque part, donc ici il va y avoir une détection automatique, on va voir ce que fait l'intelligence artificielle de Microsoft, c'est pas mal, vous voyez que ça a été fait de manière assez intéressante, donc si je pousse l'intensité de flou à fond, vous voyez que la personne ici est complètement détourée proprement et que le fond a été proprement fait. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est déjà abouti, même s'il est tout nouveau, et qui peut vous faire gagner du temps. Ça va pas marcher dans toutes les situations, mais ça peut être sympa. Vous avez également disponible les nouvelles émoticônes qui sont maintenant en 3D, donc vous voyez qu'elles ont été toutes retravaillées. Elles ont un effet de profondeur. Alors je crois que le format, ça s'appelle ColRV1, et donc toutes les icônes ont été retravaillées et sont maintenant un peu plus à jour en termes d'Unicode. Alors c'est pas la dernière version des émoticônes Unicode, mais en tout cas vous avez un petit panel d'emojis qui ont été retravaillés et qui sont un peu plus sympas. C'est toujours dans la même ambiance, hein, ça reste les emojis version Windows, donc Teams, mais voilà, avec un petit effet supplémentaire qui n'est pas désagréable. Donc je vous rappelle, hein, si jamais vous ne savez pas comment ouvrir la barre d'émoticônes, vous faites Windows, point virgule, ça ouvre non seulement la possibilité d'ajouter rapidement des emojis, mais aussi l'intégration avec des gifs, tout ce qui est symboles, etc. Vous avez un tas de choses, et évidemment l'équivalent de Windows V, donc la possibilité de faire des copier-coller rapides, avancés éventuellement en enlevant le formatage et compagnie. Donc c'est vraiment un centre de contrôle assez important, donc je vous conseille de vous rappeler du raccourci. Normalement dans le Microsoft Store, vous verrez aussi apparaître une section intelligence artificielle, donc AI, qu'on n'a pas ici, dans ma version à moi, donc je sais pas pourquoi, pourtant je suis tout à fait à jour, hein. Ça fait plusieurs fois que je relance les mises à jour pour être sûr au moment où je vous tourne en tout cas les vidéos que j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas cette section là. En tout cas c'est disponible dans les versions preview de Windows, et normalement ça va aussi apparaître dans les versions stables, donc Release Candidate, et quand Moment 4 et la 23H2 vont être release, vous les aurez aussi. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, normalement, vous verrez, tôt ou tard, ça va apparaître juste en dessous ici de Film et TV. Maintenant, deuxième outil, je dirais, après les emojis que je vous ai montré, un outil super important pour votre utilisation du quotidien de Windows 11, c'est Snipping Tool. Snipping Tool, je sais pas combien de fois je vous en ai parlé, mais c'est un outil que j'utilise tout le temps. Alors, si vous vous demandez comment on l'obtient, c'est Windows Shift ou Maj, et la touche S pour snipping. Et vous avez ici l'outil Snipping Tool que j'ai présenté déjà plein de fois, donc on va pas recommencer, mais qui permet de faire une sélection. Alors ici c'est pour en mode photo, donc une capture d'écran, en mode rectangulaire, lasso, enfin forme libre, fenêtre, donc une application ouverte à l'écran, ou tout le bureau. Donc ici si je fais par exemple, je capture cette partie-là, disons que c'est ce qui m'intéresse, ça va automatiquement me créer donc dans le presse-papier la capture d'écran en question. Et donc vous voyez ici, l'outil de capture d'écran copie désormais le texte des images. Donc il y a une addition d'IA. Si vous cliquez ici sur le petit bouton, eh bien automatiquement le texte va être identifié, vous pouvez le copier. Donc soit vous faites copier, soit ici, vous pouvez aussi décocher les adresses email et les numéros de téléphone si vous voulez garder une certaine confidentialité de ce que vous copiez. Donc si vous faites copier, ici, et que vous ouvrez un éditeur de texte, alors moi je vais prendre un truc hyper basique, à savoir bloc-notes, donc Notepad,
je fais coller, vous voyez que dedans, j'ai directement le texte. Alors ici, il se trouve que c'était pas une photo, donc j'aurais pu copier-coller le texte, mais si ça avait été une photo, c'est une reconnaissance de caractère, OCR en gros, avec une petite sauce IA, et donc du coup, vous voyez que c'est quand même assez intéressant, puisque ça copie bien le contenu que vous voyez à l'écran. Donc ça peut vraiment vous faire gagner du temps sur des tâches de ce type-là, quand vous avez surtout des images à l'écran, et que vous voulez récupérer le texte. Bon, je vous ai montré, maintenant je pense, le plus intéressant de cette mise à jour, Moment 4 pour Windows 11 22H2. Maintenant, je pense que c'est le bon moment pour faire la migration en Windows 11 23H2. Comme ça, je vais en plus avoir les petites nouveautés qui viennent avec 23H2, donc il y aura les nouveautés Teams et d'autres petites choses de ce type-là. Ça ne va pas changer fondamentalement mon système d'exploitation, mais au moins je pourrais vous montrer la variante complète, donc en cumulant les deux mises à jour que propose Microsoft, Moment 4 plus la sortie 23H2. Donc à nouveau, hein, j'ai lancé ici la mise à jour, mais si vous ne les voyez pas, ne paniquez pas, déjà ne forcez pas les mises à jour. En général, c'est phasé quand c'est prêt pour votre machine. Microsoft les pousse sur votre machine, ils n'ont aucune raison de retarder plus que de raison. Vérifiez que vous avez bien ici la possibilité d'activer les dernières mises à jour quand elles sont disponibles, ça vous permet de les avoir un petit peu plus tôt. Si vraiment vous voulez les tester, vous pouvez passer en insider, mais voilà, attendez-vous à ce que ce soit éventuellement pas toujours stable ou qu'il y ait des petites fonctionnalités qui marchent pas très bien. Donc moi je vous conseille d'attendre, Microsoft sait très bien quand une version est compatible avec votre équipement, donc votre matériel et les logiciels que vous avez, ils poussent la mise à jour, n'essayez pas de forcer, je vois plein de vidéos qui vous expliquent comment forcer, faites ce que vous voulez, mais vous prenez des risques quand vous bypassez le contrôle en fait de Windows pour que ce soit fait au bon moment, en fait, au moment où ça craint le moins pour votre machine. Vous le voyez ici, je suis parfaitement à jour, ne serait-ce en termes d'application, mais aussi Windows Update, donc en termes de mise à jour Windows. Donc j'ai fini le reboot, et maintenant, puisque j'ai installé la 23H2, on va pouvoir regarder ensemble. Donc si je vais dans Système et Information Système, vous allez voir que j'ai changé de version de build, puisque je suis maintenant en 23H2 sur la 22631.2361. Donc si on regarde ici, c'était bien la mise à jour qui était proposée ici. Donc 23.61, je crois que c'est l'ensemble des fonctionnalités, et puis la build a évidemment été incrémentée, puisque je suis passé maintenant en Windows 11 23H2. Donc normalement, vous retrouvez tout ça ici, donc vous voyez ici 22.631, 22.631, donc les numéros correspondent. En soi, ne vous attendez pas, avec la mise à jour 23H2, ne vous attendez pas à des miracles. Il ne va pas se passer grand-chose sur votre système d'exploitation. Ça lui apporte des capacités, pas beaucoup. La seule capacité que ça apporte, et je vais être obligé de tout flouter parce que c'est très personnel, c'est sur Teams. Donc sur Teams, là-haut, vous avez les nouveaux onglets, je crois que ça c'est nouveau, et vous aurez de temps en temps ici, dans Récent, des capacités rapides pour appeler quelqu'un, lancer une conversation vidéo, joindre un meeting que vous avez, des raccourcis rapides. Voilà, c'est en gros les nouveautés. Ça, c'est si vous êtes évidemment utilisateur classique. Si vous êtes utilisateur business, donc vous avez des versions Windows 11 en entreprise, vous aurez quelques petites choses en plus. Je vous montre le changelog, ça ira plus vite. Vous avez des capacités supplémentaires avec PhoneLink directement intégré dans Teams. Donc PhoneLink, pour rappel, vous l'avez dans Bluetooth et appareil, mobile connecté. Et ça, c'est de la capacité PhoneLink. Donc vous pouvez raccrocher un téléphone Android ou un iPhone sur votre système Windows 11 et donc manipuler les SMS, les appels téléphoniques directement depuis votre machine Windows 11. Je vous en ai fait une vidéo dédiée, c'est juste mieux intégrer à Teams, ça ne change pas non plus fondamentalement les choses. Vous avez la possibilité donc d'avoir Play Together qui est intégré avec un widget. Donc ça c'est pareil, vous avez la Windows Game Bar, donc ça si vous l'utilisez quand vous jouez c'est quand même assez pratique, ça permet de configurer très rapidement sa machine Windows 11 quand on est en jeu. Donc on peut lancer des enregistrements, on peut changer le volume ou le périphérique d'entrée ou de sortie pour la voix. Et on peut aussi superviser le nombre de FPS et puis la charge en termes de CPU, GPU. Vous avez un widget Play Together qui a été ajouté dans la Game Bar et qui est compatible Microsoft Teams. Ça c'est pour les utilisateurs classiques. Si vous êtes utilisateur business, donc vous avez des versions entreprise de Windows 11, vous avez évidemment plein de fonctionnalités qui ont été ajoutées. Évidemment, vous avez un ensemble d'ISO qui ont été créés pour cette nouvelle 23H2 que vous pouvez télécharger. Donc vous faites Download Windows 11 ISO. Donc vous pouvez ici aller télécharger la version de Windows 11. Donc la page de téléchargement de Windows ne m'informe pas si c'est bien les nouvelles versions ISO de la 23H2 qui sont disponibles. En tout cas, si vous téléchargez, quand elle sera disponible, si vous téléchargez l'ISO
de la 23H2. Probablement ce sera celle-là. Essayez de générer le lien pour voir si c'est la bonne qui va être téléchargée. Normalement, je crois que ici, vous voyez, c'est une 22H2, donc ils n'ont pas encore publié les 23H2, puisqu'ils me proposent pour le moment qu'une 22H2 X64V2. Donc attendez qu'elle soit disponible, mais en tout cas, si vous installez une version 23H2 de Windows 11 avec l'ISO, vous verrez que les panneaux d'installation ont un petit peu été remaniés, c'est un petit peu différent. Vous avez aussi des nouveautés, vous avez Windows Backup qui a été ajouté. Concernant Windows Backup, il y a une grosse controverse, parce que c'est pas une application qui est forcément souhaitable, c'est au cas par cas si vous en avez besoin ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient ne pas avoir l'application Windows Backup, qui s'installe en fait par défaut en Feature Experience Pack. Donc voilà, ça peut être embêtant. Vous avez des possibilités pour retirer l'application, etc. Mais bon, il est très probable qu'elle reviendra automatiquement. Donc ça, ce sera à voir. Pour le moment, moi, je l'ai pas. Quand je cherche Windows Backup, ou quand je vais dans mes réglages, je n'ai pas l'application Windows Backup. À nouveau, hein, c'est Microsoft qui choisit quand les applications, quand les fonctionnalités sont activées sur une machine. Je pourrais le forcer, mais c'est pas l'objectif ici. C'est de vous montrer une expérience utilisateur de migration Moment 4 et 23H2. Donc je vous montre ce qui est disponible sur ma machine, et puis quand il y aura d'autres choses de disponibles, je vous ferai éventuellement un autre contenu autour de tout ça. Donc ça, c'était Windows Backup. De la même manière, Copilot, si c'est ce que vous espérez avoir avec cette version, vous ne l'aurez pas. Copilot de Microsoft n'est disponible que sur les marchés nord-américains. Alors je crois que c'est pas que nord-américain, c'est Asie et Amérique du Sud. Pour le reste, il n'y a pas encore d'ouverture de Copilot Windows, puisque Copilot Office existe également, Copilot dans d'autres applications Microsoft, mais Copilot Windows est en preview et n'est disponible que sur ces marchés-là. Donc même si vous êtes insider, même si vous avez activé tout ce qu'il faut, vous ne l'aurez pas si vous ne basculez pas votre version de Windows en version nord-américaine ou autre joyeuseté. Donc moi je vous conseille de ne pas faire l'opération, attendez que ce soit disponible officiellement dans votre langue, la langue française si c'est votre cas, vous l'aurez automatiquement. Voilà, le reste, je vous l'ai montré, le Paint Co-Creator, etc., ça va venir petit à petit. Vous avez déjà vu Paint pour la suppression de fond d'écran, automatiquement, il va y avoir des petites nouveautés dans ce genre-là. Voilà en gros la synthèse que je pouvais vous montrer autour des mises à jour de Windows 11 Moment 4 et de la 23H2, qui vous voyez apporte quelques petits trucs, mais c'est pas non plus énorme. Si vous voulez en savoir plus sur Moment 4, en tout cas toutes les fonctionnalités de Moment 4, je vous mettrai en plus des deux liens des builds respectifs, donc pour Moment 4 et pour la 23H2, je vous mettrai ce lien qui est un résumé par Microsoft, donc par les équipes Windows 11, de toutes les 150 à peu près fonctionnalités qu'ils ont ajoutées dans Windows 11. Donc vous aurez dans le détail tout ce que j'ai essayé de vous expliquer. Alors peut-être pas tout, il y aura peut-être plus de choses évidemment dans ce changelog, puisque je ne vous ai pas tout montré dans le détail, je vous ai montré ce qui me paraissait intéressant à partager. En tout cas, vous aurez là-dedans un petit descriptif, anglais évidemment, mais un petit descriptif des fonctionnalités triées par catégorie. Et si j'avais eu accès à cette page-là avant, peut-être que j'aurais un tout petit peu changé l'ordre de présentation des fonctionnalités pour avoir un truc encore plus logique à suivre. Bon, j'ai fait au mieux, j'espère que ce sera simple pour vous à suivre. En tout cas, normalement avec cette page et avec ma vidéo, vous devez avoir l'intégralité, ou presque, de ce que Microsoft vous propose dans ces versions de Windows 11. Voilà en ce qui concerne la vidéo que je pouvais vous faire sur Moment 4 et Windows 11 23H2. Vous avez vu que dans l'ensemble c'est très positif, même si pour moi il y a des choses qui vont dans le mauvais sens dans l'univers Microsoft Windows, mais vous l'avez compris, ça fait déjà un moment de toute façon que ça reprend cette tournure-là. C'est le côté invasif, intrusif de Microsoft dans la gestion de vos données personnelles, dans la gestion de vos services. Il y avait un moment donné, à cause en particulier de pas mal de procès, où Microsoft avait fait un revirement, ne proposait plus de navigateur par défaut, vous donnez un choix, etc. C'est reparti dans l'autre sens. On vous propose par défaut Edge, on vous propose par défaut du stockage cloud qui est du OneDrive, on vous propose par défaut Microsoft 365 alors qu'il y a des concurrents qui ont du mal à être visibles, et donc c'est dommage que ce soit pas des systèmes qui soient ouverts, donc que vous puissiez pas ici connecter le stockage cloud que vous voulez, que vous puissiez pas ici connecter le système de gestion de documents que vous voulez, parce que Microsoft joue un double jeu à mon sens. Ils sont à la fois très gros contributeurs de l'open source, ils proposent pas mal de choses très intéressantes dans le domaine de l'open source, mais quand il s'agit de Windows, on sent bien que c'est une chasse gardée, et que là, ils reprennent le contrôle, et j'ai peur qu'à certains moments, ce soit même limite en termes de légalité par rapport à ce qu'ils devraient faire en termes d'ouverture à la concurrence. En tout cas, globalement, même si
Il y a beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle qui sont pas abouties, vous voyez que ça évolue bien, c'est intéressant, et ça promet vraiment des choses sympas. Microsoft n'a pas attendu Windows 12, puisque Windows 12 va pas tarder à arriver pour sortir tout ça, donc vous l'avez dès à présent sur Windows 11, et c'est plutôt intéressant. Je vous dis, je n'attends rien de spécial, j'ai testé Copilot en anglais, je n'en attends rien de spécial en français, donc je vous ai pas mis d'exemple de Copilot parce que pour le moment vous ne l'aurez pas, mais pour moi c'est pas abouti. Il y a des choses qui ne sont pas abouties. Par contre, dans les petits domaines d'IA qui étaient vraiment intéressants, vous l'avez vu, suppression d'arrière-plan, capture de texte, des choses comme ça marche bien, et donc je pense que à l'intégrer comme ça petit à petit dans certaines applications, ça peut être très utile au quotidien, et ça peut vraiment dépanner des gens à mieux utiliser Windows 11. Voilà en tout cas en ce qui concerne ma vidéo sur Windows 11 Moment 4 et la 23H2, j'espère que mon contenu vous aura intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Windows, et bien sûr sur d'autres sujets, la domotique, le matériel et autres. Merci, et à bientôt.